On va parler de l'entrepreneuriat en Guinée. Et je vais faire une petite introduction pour ceux qui ne situent pas ou connaissent pas suffisamment les éléments de contexte. La Guinée est souvent présentée à travers ses richesses minières. On parle souvent de châteaux d'eau de l'Afrique. Il y a beaucoup de Guinéens, donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à m'arrêter. Et il y a un potentiel qui est encore très très largement inexploité aujourd'hui en Guinée. Mais qu'en est-il vraiment pour ceux qui entreprennent au quotidien dans ce pays d'environ 13 millions d'habitants? C'est 13 millions? C'est bien ça? 14. Oui, donc 14 millions d'habitants. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On a une économie qui est encore largement informelle. Et pourtant, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui émergent, qui innovent, qui transforment progressivement le pays. C'est une réalité qui est complexe, mais c'est une réalité qui est passionnante. Et donc, nous allons discuter de cette réalité-là, de l'entrepreneuriat en Guinée, avec des invités qui sont venus tout droit de Conakry, en tout cas de la Guinée, peut-être pas uniquement de Conakry, je ne sais pas. Donc, j'ai le plaisir d'appeler sur le podium avec moi Madame Fanta Berité. C'est bien ça? Oui. Applaudissez. Oui. Merci. Oui, vous pouvez vous asseoir. On aura aussi avec nous Monsieur Adama Biliaba. Et enfin, Monsieur Tierno Abdoulaye Diallo. Donc, c'est avec eux que nous allons discuter de l'entrepreneuriat en Guinée. Et contrairement à ce qui a été beaucoup fait, on va avoir une première partie où on va échanger avec les panélistes et une seconde partie où on va donner la possibilité à ceux qui sont dans la salle, si vous le souhaitez, d'intervenir, de poser des questions pour rendre l'échange interactif. Après, si vous n'avez pas de questions, nous, on va continuer à parler. Ça dépendra de vous. Donc, je me présente, je suis Christian Jekinon, je suis le directeur associé de Fanaka & Co. Fanaka & Co, on est un groupe spécialisé dans l'appui aux politiques publiques de développement du secteur privé. Et on a l'occasion, l'opportunité de travailler sur la Guinée, notamment avec l'appui de Enabel. Je crois qu'on a des gens de Enabel avec nous dans la salle. Et c'est aussi grâce à Enabel aujourd'hui qu'on a cette délégation d'une vingtaine de personnes qui sont venues de la Guinée et qui sont à Marseille et à Paris pour environ une semaine, pour une sorte de study tour. Donc demain, on est sur Paris avec un certain nombre de visitants. Mais merci à Enabel. J'ai joué mon rôle. Donc, on va démarrer avec une première séquence pour parler un peu plus du terrain. Donc, comme on veut parler d'entrepreneuriat, on va commencer d'abord par donner la parole à un entrepreneur. On a un entrepreneur avec nous, Monsieur Abdoulaye Diallo. En moins de 5 minutes, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, nous raconter votre parcours d'entrepreneur et nous dire quels ont été vos plus grands défis? Wow. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abdoulaye Diallo. Je suis entrepreneur en Guinée bientôt plus de 8 ans maintenant, 8-9 ans je peux dire. Je suis ingénieur informaticien de formation, donc j'ai fait Supinfo Paris. Et donc je suis rentré en Guinée depuis 2013 où j'ai travaillé dans une boîte locale avant de me lancer dans mon propre compte. Donc ma première entreprise a été tout ce qui est développement logiciel, un peu dans le secteur médical, c'était de les aider notamment à récolter des données. Donc ça a été un échec pour nous parce que souvent on dit c'est pas de lancer un excellent produit technologique, mais est-ce que le marché actuel a besoin de ce produit-là? Donc ceci m'a aidé réellement à comprendre le marché, à savoir quand est-ce qu'il faut lancer un produit, quand est-ce qu'il ne le faut pas. Tu as beau avoir la meilleure technologie au monde, si le marché n'en a pas besoin, ça ne sert strictement absolument à rien du tout. Donc ça a été quand même des montagnes russes en Guinée. On a commencé du plus bas globalement.
Et aujourd'hui, on peut dire qu'on fait beaucoup de chiffres. Donc, je ne vais pas dire certains chiffres ici. Donc, on fait beaucoup de chiffres et on est passé partout, par tous les moyens possibles. Les challenges, il y en a beaucoup, comme dans tous les pays. Et moi, sincèrement, je suis très content de rentrer en Guinée, voilà, d'entreprendre en Guinée, dans ce pays-là, parce qu'il y avait absolument tout à faire. Et pour un entrepreneur, tu peux absolument tout tester. Tu peux commencer par ça, si ça ne marche pas, ça te donne encore le temps d'apprendre, d'aller faire autre chose. Donc, ce qui n'est pas permis de faire ailleurs, c'est que tes échecs te permettent notamment d'avoir des expériences et de se lancer ailleurs. C'est ce que, aujourd'hui, ça m'a permis de faire en Guinée, de pouvoir échouer et me permettre aujourd'hui de devenir l'entrepreneur aguerri que je suis, qui peut parler et donner mon expérience et partager mon expérience à d'autres jeunes entrepreneurs qui sont en train d'arriver, qui se lancent. Et pour moi, le défi que je peux dire, c'est souvent les entrepreneurs attendent de parler de financement. Pour moi, ça n'a absolument pas été un sujet. Cette partie financement, le gros défi pour moi, c'est accès à la main-d'œuvre de qualité. Pour moi, ça a été le plus gros défi aujourd'hui. Jusqu'à présent, ce défi, il continue. C'est comment est-ce que je recrute. Quand je recrute, comment est-ce que je peux maintenir cette personne. Parce que vous avez dit qu'on est 13 millions d'habitants et c'est pas une population énorme. On n'en a pas beaucoup en termes de main-d'œuvre. Et toutes les entreprises se battent pour avoir les mêmes personnes. Donc, il y a des grosses entreprises qui peuvent payer des salaires beaucoup plus élevés par rapport à même des entreprises européennes. Et toi, quand on regarde une petite entreprise, est-ce que tu peux t'aligner? Donc, pour moi, ça a été réellement le challenge. Quand tu formes, tu dis, OK, tu vas aller former. Et dès que tu formes, la personne, elle est aguerrie. Donc, il y a les gros poissons qui vont venir le recruter. Tu ne peux pas le maintenir. Et donc, ça a été pour moi le plus gros challenge. Réellement, le plus gros challenge, pour moi, c'est ça. Et le dernier challenge, c'est en tant qu'ingénieur, c'était d'apprendre à gérer l'argent. Ça a été le deuxième challenge pour moi. Comment est-ce que je gère mon argent? Parce que tu as un marché, disons, de 100, 150 000 euros. Comment est-ce que je monitore? Je mets du cash flow, savoir que dans 3 mois, dans 4 mois, 5 mois, comment est-ce que je peux gérer cet argent-là pour ne pas me retrouver dans une problématique financière où je ne peux pas payer mes salaires. Et souvent, ça arrive à pas mal d'entreprises où je ne peux pas payer mes fournisseurs, je ne peux pas payer ton temps, alors que c'est dans un marché où tu n'as pas un secteur bancaire qui est très élevé, qui te donne des facilités de financement. Donc, pour moi, ça a été mes 2 gros challenges. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis très content d'évoluer en Guinée. Et pour moi, je ne changerais pas ça pour aller ailleurs ou quoi que ce soit. J'ai des opportunités. Aujourd'hui, on investit dans la sous-région, mais pour moi, cette source-là vient de la Guinée et il y a du talent. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Merci. Super. Merci beaucoup. J'ai remarqué quelque chose, c'est que les Guinéens que je rencontre, les entrepreneurs guinéens en général, ils sont, malgré tout, ils sont extrêmement fiers de leur pays. Ouais. Ça, c'est une particularité parce que c'est pas la première fois. Hein. Assez souvent, je parle avec des Guinéens. L'amour qu'ils expriment pour leur pays, bon, je ne sais pas ce que vous leur donnez à manger, mais ça marche. Ok, merci beaucoup, Abdoulaye. On a une structure d'accompagnement, donc on a un entrepreneur qui vient de parler. D'ailleurs, je ne sais pas si Abdoulaye a bénéficié de l'appui d'une structure d'accompagnement, mais on va revenir sur ça. On a avec nous Bilia, qui est le président du réseau d'appui. Donc, c'est le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat en Guinée. Bilia, quelles sont les principales difficultés que vous observez chez les entrepreneurs que vous avez l'habitude de côtoyer maintenant depuis quelque temps? Bonjour tout le monde. En termes de difficultés chez les entrepreneurs, c'est un peu marrant. J'allais commencer directement avec l'accès au financement parce que la question du financement arrive beaucoup. Je disais c'est marrant parce que lui, il dit que la question du financement ne s'est pas posée. Mais l'accès au financement reste quand même un problème, des difficultés en tout cas qu'on rencontre beaucoup chez les entrepreneurs qu'on reçoit dans nos incubateurs. Il y a aussi tout ce qui peut être infrastructure. Quand j'appelle infrastructure, la majeure partie, par exemple, nous, des incubateurs,
incubateurs qu'on a au réseau sont plus concentrés dans la capitale. Et en zone rurale, on a encore des incubateurs et des entrepreneurs. Ça peut être un peu difficile en termes d'infrastructure, espace de travail, mais aussi accès à Internet, tout ça, j'en passe. Et aussi, il y a la question aussi de formation. Voilà, on peut avoir des entrepreneurs qui ont peut-être de belles idées autres, mais peut-être peuvent avoir, par exemple, quelqu'un peut avoir une belle idée d'application, mais après, si on n'a pas les compétences pour matérialiser ça, ça peut être un peu compliqué. Et une autre chose aussi, qui est la question aussi des collaborations, parce qu'on a souvent des entrepreneurs qui ont de belles idées et qui peuvent peut-être s'associer à d'autres entrepreneurs pour pouvoir matérialiser ça, mais il y a une certaine méfiance, ce qui nous amène un peu peut-être à aborder un peu la question du cadre légal et autres. Il y a cette méfiance au départ de se mettre ensemble, d'être associés et de travailler sur des choses, alors que ailleurs, on peut voir des entrepreneurs qui, dès le départ, peuvent s'associer pour pouvoir mettre en place, comment dirais-je, une start-up et avancer. Donc voilà un peu en gros ce que je peux dire. Merci beaucoup, Bilia. C'est vrai que c'est curieux que ce ne soit pas l'entrepreneur qui parle de besoins en financement et que ce soit l'accompagnateur, alors que généralement, c'est l'inverse. Généralement, c'est les accompagnateurs qui disent aux entrepreneurs, non, en fait, votre premier problème, ce n'est pas le financement, c'est autre chose d'abord. Effectivement. On voit avec lui... OK. En fait, souvent, on le dit, c'est un problème d'accès au financement, mais globalement, on te donne l'argent, tu vas en faire quoi, en fait? C'est ça. La question, elle est là, c'est pas cette problématique. Oui, l'accès au financement, c'est un sujet. C'est clair que c'est un sujet, mais aujourd'hui, quand on regarde sur les 100 projets, tu vas voir que réellement, il n'y en a qu'un seul projet ou 2 ou 3 projets qui ont réellement besoin de l'argent. Le reste, ils ont besoin de structuration, ils ont besoin de s'organiser et pouvoir gérer leur cash flow et savoir sortir un business model. Tu n'as pas un business model viable. Tu veux aller chercher de l'argent. On te donne de l'argent, tu ne vas pas savoir quoi en faire. Tout à fait. Non, ça c'est très vrai. Oui. Bah, il mérite des applaudissements. Hein. Je vais me tourner vers ma droite, puisque on a aussi la chance d'avoir avec nous, on va dire en quelque sorte l'État. Là, on a entendu un entrepreneur, une structure d'accompagnement. On a aussi l'État qui joue un rôle quand même majeur pour le développement des TPE, des PME, des startups dans nos économies. Donc, Madame Berreté, vous êtes la directrice du Fonds de développement, je ne voudrais pas dire de bêtises, je dois préciser. Directrice générale du Fonds de développement industriel et des PME. Voilà, donc ça c'est bien dit. Donc justement, de votre point de vue, qu'est-ce que l'État fait, qu'est-ce que la puissance publique fait pour accompagner le développement des TPE, des PME aujourd'hui en Guinée? Merci beaucoup, Monsieur Christian. À l'entame, avant d'intervenir sur votre question, permettez-moi vraiment de remercier le partenaire Enabel, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui pour participer à cet événement très important qui nous permet vraiment d'échanger, de faire le réseautage et tout, et que nos PME et incubateurs puissent aussi bénéficier de cette opportunité. Merci infiniment. Et nous sommes accompagnés également de notre chef de cabinet. Concernant en fait et tout le rôle de l'État pour l'accompagnement vraiment des PME, il faut savoir qu'il y a un mois de cela, j'étais derrière un autre poste j'étais la directrice générale nationale des petites et moyennes entreprises et du contenu local en République de Guinée. Okay. Et il y a un mois de cela, j'ai bénéficié aujourd'hui de cette direction générale du Fonds de développement industriel et des PME. Donc, à savoir qu'au niveau de l'État, il y a des efforts qui sont vraiment en cours, en collaboration avec nos partenaires, bien sûr, sur des questions de PME, parce que notre vision aujourd'hui, c'est mettre en avant, valoriser et promouvoir vraiment le potentiel local à travers les entreprises. Donc, qui dit production locale, c'est mettre en avant le potentiel vraiment d'une entreprise. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau des deux côtés, notamment, je pense que M. Bilia en a cité, qui est déjà au début, nous avons l'accès à l'information, parce que les PME doivent savoir les structures vers lesquelles ils peuvent s'orienter pour être mieux écoutés, accompagnés et répondre à leurs préoccupations.
Tout à fait. Il y a également cet aspect aussi d'accès au marché. Donc, pour pouvoir répondre au marché et être plus compétitif, il faut vraiment un renforcement de capacité. Donc, il y a aussi l'accès au financement, vraiment, qui est la problématique majeure. Donc, aujourd'hui, nous avons vraiment des mécanismes et des structures vraiment qui ont été créées dans ce sens pour offrir un meilleur accompagnement à nos PME. Donc, d'où aujourd'hui l'opportunité que nous avons eue à travers le partenaire de vraiment participer à ces événements. Donc, voir les opportunités d'affaires, de partenariat et au niveau des PME, voir aussi nous, en tant que structure, des partenaires techniques et financiers avec qui nous pourrons collaborer et voir aussi avoir l'expertise ou l'expérience d'ailleurs pour pouvoir implémenter chez nous et pouvoir offrir vraiment ce meilleur accompagnement à nos PME. Donc, voilà. Donc à ce niveau aussi, nous avons un défi aujourd'hui de pouvoir vraiment comment formaliser nos PME pour pouvoir répondre à beaucoup d'opportunités parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans l'informel. Donc je fais même un coup d'œil vraiment à ma collègue aussi qui est là de la PIP, donc qui s'occupe de tout ce qui est la création au niveau de cette structure. Donc aujourd'hui, sur les opportunités aussi de financement. Donc aujourd'hui, au niveau de la direction générale du FODIP, donc nous avons quelques lignes de crédit bonifiées à des pourcentages de taux favorables pour les industries et les PME qui les permettent d'avoir accès. Bon, au niveau des PME, il y a quand même quelques critères d'éligibilité pas très favorables parce qu'il y a des critères de qualification. Il faut être formalisé, avoir un chiffre d'affaires et vraiment être... avoir aussi le personnel aussi vraiment à jour et tout. Donc tous ces aspects vraiment nous permettent vraiment de nous poser des questions. Comment offrir vraiment un meilleur accompagnement pour cela? Il faut vraiment que les PME connaissent vraiment ces structures, qui peuvent vraiment les écouter, les accompagner techniquement pour avoir accès à ces financements et autres et tout. Donc voilà, c'est en quelque sorte ce que je voulais intervenir pour un début. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai entendu ligne de crédit bonifiée. Ouais. Que nous avons eu à travers une convention signée avec deux banques de chez nous, Ecobank et la BNIG, pour un montant de 220 milliards. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir offrir des lignes de crédit plus adaptées. Bon, il y en a des PME qui ne répondent pas, il y a d'autres aussi perspectives en cours plus favorables vraiment aux PME et voire même avoir des subventions qui peuvent aussi accompagner des PME déjà à relancer leur affaire, en même temps aussi créer leur entreprise et être accompagné et suivi, quoi. Donc, voilà. Ok, d'accord. Mais bonifié, est-ce que... je parle pour les entrepreneurs, hein, bonifiés. Est-ce que les taux sont beaucoup plus intéressants que les taux du marché? C'est ça, un peu plus favorable. Quoi. Okay. On a les taux, bien. Bon, ça dépend, ça va de 8 à 10%. Ok. Voilà. Alors que les taux du marché, c'est quoi à peu près normalement? Ça dépend un peu plus. C'est plus élevé? 20-25. 20-25. Ah, ouais, okay. Donc voilà. Okay. Effectivement, c'est très bonifié. Merci. Peut-être pour avancer justement dans l'échange, on va revenir à monsieur Tierno, qui est l'entrepreneur que nous avons. Est-ce que les réformes que vous voyez aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait par l'État, donc madame a parlé d'un certain nombre d'initiatives qui sont en train d'être prises, est-ce que vous avez l'impression que ce sont des réformes qui répondent aux besoins que vous identifiez sur le terrain, pas forcément vous en tant qu'individu, mais aussi que d'autres entrepreneurs comme vous identifient? On peut dire déjà, moi je ne connais pas très bien le FODIP, donc c'est quelque chose, je pense que dès que je vais rentrer, je vais m'approcher de madame pour mieux en parler et discuter de ces éléments-là. Mais la PIP, je connais très bien. Donc, depuis la création, déjà, je suis très bien ce qu'ils font. Je pense que, pour moi, en termes de structure, c'est l'une des structures réellement qui a réellement réussi en Guinée en termes de formalisation. Parce que, il faut le dire que quand moi je suis rentré en Guinée, je travaille pour un des entrepreneurs qui est déjà dans cette salle, qui m'a débauché pour me ramener en Guinée.
créer une entreprise, en ce moment-là, il fallait passer, si je me rappelle bien, c'était à la justice Cour suprême, je vais même oublier comment ça s'appelait, au tribunal de commerce. C'était assez compliqué. Tu quittes là, il faut aller voir un notaire. Donc, tu passais presque 2 à 3 semaines, voire 1 mois pour pouvoir créer une société et la formaliser. Aujourd'hui, tu le fais en 2 jours, même pas, pour pouvoir créer une société avec tous les papiers qu'il faut. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, des réformes qui ont été effectuées, qui marchent. Et avec la PIP aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est fait depuis plusieurs années. Nous, les entrepreneurs, on parlait notamment le NIF, tout ce qui est immatriculation fiscale. Chaque 3-6 mois, il fallait changer cela, il fallait renouveler, et avec un autre numéro, c'est assez compliqué de le mettre dans les factures. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul numéro d'identification fiscale. Ça permet 2 choses. Parce que la problématique en Guinée, ce qu'il faut dire, c'est on parle d'accès au marché. Souvent, ce n'est pas la vraie problématique d'accès au marché. La vraie problématique, c'est une société, un business basé sur de la sous-traitance. Je m'explique. La personne qui a le marché, il ne sait pas l'exécuter. Il connaît quelqu'un qui exécute le marché, il le redonne le marché. Cette personne aussi ne sait pas exécuter. Donc, la personne qui sait exécuter le marché reçoit le marché en 3e ou 4e position. Donc, du coup, l'entrepreneur qui sait exécuter, la marge en question, elle est très infime. D'accord? Donc, c'est ce qui fait qu'il y avait plusieurs sociétés qui marchaient dans des valises. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont été effectuées qui permettent de géolocaliser ta société, de savoir exactement tu es où, on sait qui tu es, et tu as un seul numéro qui te suit durant la vie de l'entreprise. Donc, ça permet réellement de diminuer cela et de faciliter l'accès. Et le deuxième point, madame parlait tout à l'heure de contenu local. Depuis 3 ans, 4 ans, on voit beaucoup de jeunes entrepreneurs guinéens devenir millionnaires en euros. Et ça, il faut le reconnaître, il y a des réformes. On ne va pas dire que tout est parfait, ça, il faut le dire, tout n'est pas parfait, d'accord? Mais pour moi, j'aime bien me focaliser sur ce qui marche. Et il y a des choses qui marchent réellement, qui permettent à nous, les entrepreneurs, d'évoluer et de faire des choses. Il y a des efforts à faire. Je pense qu'ils continueront à faire ces efforts-là sur certaines choses, sur certaines machines qui ne fonctionnent pas. Tout ne peut pas fonctionner du jour au lendemain parce qu'il y a des systèmes qui sont là depuis des années et des années. Le temps de changer cela, parce que tout le monde sait, le changement des habitudes, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Et pour moi, ça va se faire. Mais ce qu'il faut le dire, c'est qu'il y a des changements. Quand je vois des jeunes entrepreneurs réussir et gagner des millions, pour moi, c'est déjà pas mal. Quand je vois Diogo Baldé aujourd'hui, qui arrive il y a 5 ans, 6 ans, je ne pensais même pas qu'elle allait rêver de dire qu'il va digitaliser une commune en termes de recettes fiscales. Aujourd'hui, ça se fait en Guinée et ça marche. Et c'est ce qu'il faut dire. Donc, il y a des points positifs, énormément de positifs. Je vois des entreprises comme GPC, je vois des entreprises comme IBS qui réussissent à gagner beaucoup d'argent. Chez Alassane, chez KKT, à se faire accompagner. Je vois la dernière fois la Banque mondiale qui finance une entreprise qui est dans la fabrication des meubles à plusieurs millions de dollars. Il y a des choses ça ne se faisait pas avant. Donc il y a des choses, à mon avis, si on arrive à capitaliser, c'est des choses qui marchent en Guinée. Et moi, je trouve qu'il y a des efforts à faire, comme je l'ai dit. Je pense qu'ils sont là, ils feront les efforts nécessaires. Mais en tant qu'entrepreneur, j'aime bien me focaliser maintenant sur ce qui marche très bien. OK. Il y a des choses qui marchent, comme moi, je vais jouer un peu le mauvais rôle. Si aujourd'hui, sur la base justement de la dynamique qu'il y a dans l'écosystème, si vous devez faire 2 doléances ou attirer l'attention sur 2 choses qui ne marchent pas et qui devraient mieux marcher pour que ça aille mieux, qu'est-ce que ça serait? Juste 2 choses, la sous-traitance et le contenu local, mieux accentuer sur ce contenu local. Parce qu'on parle de contenu local, souvent les gens pensent que c'est l'agriculteur local qui produit des patates ou des... Non. L'idée pour moi, réellement, c'est de mieux accentuer encore ce contenu local. Quand une entreprise comme Fanaka veut venir s'installer en Guinée, il faut obligatoirement qu'elle arrive à travailler avec une structure locale. C'est ce que Fanaka fait déjà. Non, c'est ce que je veux dire. C'est que l'État arrive à obliger toutes ces structures-là qui veulent s'installer en Guinée à vouloir impérativement travailler avec une structure locale. Je pense que les Émirats ont réussi à le faire. Tu ne peux pas venir s'installer, faire du business en Émirats sans avoir un Émirati qui travaille avec toi. Peut-être c'est la mauvaise des manières, mais pour moi, pour une entreprise en Guinée, ça permet 2 choses. Tu as de l'expérience.
Ça permet d'avoir l'expertise étrangère qui est là, qu'il faut reconnaître, qui est beaucoup meilleure. Ça permet demain d'adresser. Nous, aujourd'hui, on a, je veux dire, j'ai une autre structure à part Magic, les gens me connaissent avec Magic. On a énormément de marchés dans la sécurité, mais on nous a matché avec une entreprise qui a beaucoup plus d'expérience dans ce domaine-là. Il y a 2 ans de cela, on a réussi à prendre l'expérience. Aujourd'hui, on part sur des marchés beaucoup plus énormes. On a la capacité de le faire, de faire toute l'étude du début jusqu'à la fin, chose qui n'existe pas réellement en Guinée. Je pense qu'on est les seuls à pouvoir faire ce genre d'études aujourd'hui. Mais si on n'avait pas matché avec une entreprise, on n'allait pas avoir cette expérience. Et cette expérience, on va toujours finir à aller chercher ces entreprises-là à devoir le faire. Tout à fait. Donc pour moi, c'est réellement accentué, réellement, le ministre, le secrétaire général est là. C'est encore beaucoup plus obligé, ce contenu local-là, à ce que toutes les entreprises qui s'installent ou qui veulent travailler à utiliser ça, c'est qu'on oblige à ces entreprises à se matcher avec une entreprise locale. Ok, donc sous-traitance et contenu local. Vous voulez réagir, Madame? Oui, je voulais vraiment réagir à l'intervention de M. Gallo, qui est très appréciable. Comme on le dit, tout ne peut pas être parfait. Nous faisons notre maximum et tout à travers même ces échanges qui nous permettent vraiment d'identifier vraiment ses besoins et pouvoir l'améliorer. Concernant le contenu local, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours parce que nous avons défini dans la loi L0010 du 22 septembre 2022 le contenu local comme un ensemble d'exigences qui permet d'améliorer le développement, l'aspect et de l'amélioration des conditions de vie de la population. Ça nous permet de promouvoir et valoriser l'utilisation des biens et services nationaux, l'intégration du secteur privé national, le transfert de technologies et de compétences pour répondre au marché. Et à travers tout cela et tout, nous avons créé une nouvelle autorité de régulation du contenu local. C'est cette autorité qui va être là pour réguler, faire respecter et faire le suivi de l'application effective de la loi. Donc nous, notre rôle au niveau de l'État, nous avons élaboré cette loi qui permet d'encadrer et réguler le contenu local en République de Guinée. C'est sensibiliser maintenant, faire la sensibilisation, faire connaître la loi. Nous avons fait quelques activités de vulgarisation, mais qui n'est pas, on va dire, au maximum, avec même l'appui du partenaire. Tout le monde n'a pas la bonne compréhension de cette loi. Parce qu'en fait, au niveau des communautés, on pense que c'est qu'au niveau des localités qui doivent bénéficier du contenu local, alors que c'est le Guinéen en avant. Donc, il est prévu même une part de pourcentage, en fait, et tout, même pour un étranger, de pouvoir collaborer avec le Guinéen, qu'on mette en avant vraiment le potentiel local et tout. Donc, soyez rassurés de ce côté. Et le maximum est en train d'être fait au niveau de l'État et que c'est les entreprises que nous allons mettre en avant. Même, il est prévu même dans le cadre du programme Simandou 2040 d'identifier le potentiel à travers quelques entreprises qui peuvent répondre à ces marchés, améliorer leur performance pour pouvoir répondre au marché. Donc, il serait, on va dire, je vous recommande de vous rapprocher vraiment du ministère du commerce, de l'industrie et des PME pour avoir plus d'informations, parce que, comme on l'a dit, il y a l'API pour la formalisation, il y a la Direction nationale des PME du contenu local et tout, pour tout ce qui est accompagnement technique et tout. Et il y a le FODIP, il y a le Fonds de garantie de prêts aux entreprises qui a été créé il n'y a pas longtemps, qui permet vraiment d'avoir une garantie à presque à 60%. Donc voilà, bon, il y a des critères, mais on pourra mieux vous outiller, vous accompagner. En tout cas, merci pour vos très belles interventions. Merci. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, dernière intervention, ensuite on va échanger un peu avec la salle, mais je sais qu'après il y a une séquence de pitch, donc on aura quelques startups qui vont pitcher. Je vais redonner la parole à l'accompagnateur. Et là, pour plutôt ouvrir en termes de perspective, aujourd'hui, de ton point de vue, et à la fois accompagnateur mais aussi entrepreneur, hein. Je pense entrepreneur plutôt dans les industries culturelles et créatives, mais je pense que tu as un point de vue aussi qui va au-delà de ça. Quelles sont les opportunités concrètes qu'on peut saisir, que les jeunes entrepreneurs guinéens peuvent saisir avec tout ce qui se fait, avec tout ce qui est en train de se passer? Quelles sont ces opportunités-là sur lesquelles tu sens qu'on devrait se positionner en tant que jeune entrepreneur guinéen, mais sur lesquels il n'y a peut-être pas encore suffisamment
de dynamique. Je sais que je te pose une colle peut-être, mais, mais qu'est-ce que toi tu ferais aujourd'hui si tu avais, si Madame Bérété du FODIP te donnait beaucoup d'argent tout de suite? La question que posait tout à l'heure M. Diallo, si on te donne de l'argent, tu fais quoi? Si c'est à moi qu'on donne de l'argent, je le disais, je pense il y a juste 30 ou 40 minutes, je resterai dans les ICC. Ne me demande pas pourquoi, c'est vaste, il y a tellement d'opportunités dans ce secteur. Mais aujourd'hui, pour parler d'opportunités en Guinée, vous savez, généralement, comme disait Christian au début, quand on parle de la Guinée, les gens disent que ça attire pas, tout ça et autres. Ils vont te citer quelques obstacles et autres. Mais ces obstacles qu'on cite, c'est ça les atouts dans ce pays, en fait. Ce qui est bien en Guinée, c'est que malgré tous les défis, presque tout est à faire. Et donc, ce sont des opportunités d'affaires. Et ça, c'est très, très intéressant quand vous positivez les choses. Que ce soit dans, comment dirais-je, dans le secteur numérique, que ce soit dans le secteur agricole, que ce soit... On a tout ça. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est en train de se passer. On ne va pas parler d'opportunité et passer à côté de cela. C'est qu'on a le plus gros projet de fer qui est en train d'être réalisé en Guinée, notamment le projet Simandou. Et ça va faire un peu, comme diraient les Ivoiriens, le BIM. Et ça, c'est un peu dans tous les secteurs, surtout dans tout ce qui peut être aussi sous-traitance et autres. Voilà. Et vraiment, il y a des positionnements à prendre, que ce soit, je reviens encore là-dessus, il y a des secteurs qui peuvent paraître un peu vierges, notamment dans la fintech, comment dirais-je, dans tout ce qui peut être équipement, sécurité, agriculture. Vraiment, ça va être, je pense que si on se positionne même pas très bien, d'ailleurs, on n'a pas le choix, nous les Guinéens. Ça va être une opportunité, je pense, pour le continent. Il y a pas mal de choses vraiment à faire et c'est maintenant qu'il faut aller parce que ça va aller très, très vite. OK. OK. Donc, sous-traitance autour du projet d'exploitation de fer, c'est ça? Simandou, ouais. Simandou. OK. Dans le secteur minier. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier nos différents intervenants. Est-ce qu'il y a quelques, je sais pas, questions, interventions? Oui. 2, 3. Je peux? Okay. Ah, donc il y a déjà des micros dans la salle. Bon, attendez, je vais peut-être prendre le micro ici. Oui, vous allez vous partager un micro et le donner aussi devant. Vous pouvez commencer, oui, allez-y. Bonjour, je m'appelle Balamoussa Diallo. Moi, j'ai une question à poser à M. Diallo. Vous avez soulevé tout à l'heure le problème de main-d'œuvre en Guinée. Du coup, il y a pléthore quand même de jeunes étudiants guinéens qui viennent faire des études en France ou partout ailleurs. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour attirer justement ces jeunes-là pour pouvoir rentrer et travailler en Guinée? Parce que, moi, par exemple, j'ai fait des études de géologie. D'ici, directement, j'essaie de trouver du travail. À part les sites, par exemple, de Rio Tinto qui sont très bien faits, je vais par exemple sur le site de la SONAP, qui est dans mon domaine, c'est très flou. J'y comprends rien et j'essaie de contacter des gens. C'est très compliqué aussi de rentrer en contact, surtout ces côtés numériques et tout. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour faciliter le retour de certaines main-d'œuvre? Tout à fait. Moi, je pense que ce n'est pas uniquement pour vous, hein, c'est une question... je vais être très cash sur ça. C'est que l'année dernière, je participais à un speed dating à Paris, qui était organisé par les étudiants, l'association des étudiants guinéens de France, la JGF. Okay, nous, les Guinéens, surtout installés en France, on ne veut pas rentrer au pays. Ça, c'est une réalité. On va se dire la vérité. J'ai pris mon billet. C'est une réalité. Vous voulez votre petit pain au croissant de matin, votre petit pain au beurre, et cette vie de luxe que vous avez ici, ce petit confort-là, et vous ne voulez pas lâcher ça. Vous voulez avoir, quand on veut vous recruter, moi j'ai réellement dit des vrais speeds où je dépose des CV, où le gars te demande le même salaire qu'il touche à Paris. Alors que
Si tu touches 1 000 euros en Guinée, c'est l'équivalent de quelqu'un qui touche 3 500 ou 4 000 euros en France, parce que c'est exactement pas pareil. Tu lui proposes, non, moi je déjà touche 3 000 euros ici, pourquoi je vais aller accepter 1 000 euros en Guinée? Ça, c'est une réalité. Et on n'aime pas se dire ces vérités-là. Cette vérité, elle est là. Pour moi, celui qui dit qu'il n'y a pas de boulot en Guinée, franchement, c'est pas vrai. Il y a du travail en Guinée. Il y a réellement du boulot. Ça existe, ce boulot-là. Et la main-d'œuvre de qualité l'a trouvé. Diogo, il est là. Il cherche des développeurs, il cherche des ingénieurs. C'est pas facile. Pour dire vrai, moi, j'ai une partie tech que Yolande connaît, où je suis obligé d'avoir une filiale en Inde, où j'ai créé une société en Inde, où je participe avec mes gars en Guinée pour monter en compétences pour certaines manières. Parce que des fois, trouver la main-d'œuvre locale, c'est compliqué. Tu veux recruter un développeur formé en France, il te dit si ce n'est pas 4 000, 5 000 euros, je ne rentre pas en Guinée. Même pas le salaire qu'il touche localement. Et parlant de la formation locale, ça, c'est un truc que je vais dire au gouvernement. Il y a eu presque 15 ou 20 ans, les Guinéens n'ont pas été formés. Ça, c'est une réalité. C'est en train de changer maintenant. Ces dernières années, c'est en train de réellement changer. Mais on a fait 15-20 ans. Ces universités-là formaient, je ne peux pas dire un ingénieur informaticien qui n'a jamais touché un ordinateur, qui écrivait son code dans un papier. Et on a laissé aller ce genre de choses. L'État a permis ce genre de choses. Des universités privées où on ne formait absolument rien du tout. C'est vrai que ces 5 dernières années, 6 dernières années, c'est en train de changer. Il y a des gens qui sont en train de sortir maintenant de ces universités-là qu'on peut embaucher. Donc, le temps que cela change, qu'on ait la masse critique, ça prend du temps. Mais si nous, les Guinéens, l'expatriés, ceux qui sont à l'étranger, que l'État souvent a payé même des bourses pour aller étudier, ils finissent d'étudier, ils ne veulent pas rentrer. Ça, c'est une réalité. Donc, tant qu'on ne veut pas rentrer au pays, cela ne change pas. Tant qu'on ne veut pas. Moi, Diogo, il est là. Il me payait 300 euros quand je suis rentré. C'est ça ou pas? 350. J'ai accepté. J'ai accepté. Alors que je touchais peut-être 10 fois plus. Ouais. 10 fois les plus. 50 sont Parce que j'ai une expérience, je travaille chez Microsoft, j'ai quitté chez Microsoft pour travailler dans une autre boîte, pour rentrer chez Diogo, pour toucher 350 euros. Ça ne payait même pas mon loyer parce que j'habitais à la Cayenne où un loyer coûte 1 000 euros. Il sait. Ça ne payait même pas mon loyer. Mais j'ai accepté parce que je voulais travailler, je voulais rentrer chez moi et contribuer ces éléments-là. Mais tant qu'on dit que ce luxe qu'on a là, on ne veut pas rentrer. Et aujourd'hui, je suis capable d'embaucher quelqu'un et lui payer 4 000, 5 000 euros aujourd'hui. Si je n'ai pas fait ça, ce n'est pas possible. Et ici, c'est une réalité. Donc, moi, c'est ce que je peux dire, quoi. Merci, Diallo. Je crois qu'on avait le directeur de cabinet. Oui, allez-y. Oui. Merci bien pour cette opportunité qui nous est... S'il vous plaît. Je voudrais vraiment remercier pour ce cadre d'échange important. En tant que parti État, nous sommes honorés de voir que l'entrepreneuriat, en tout cas les entrepreneurs sont fiers de leur pays. Et ensuite, avant mon propos, je vais m'en aller donner mon exemple personnel. J'évoluais chez Apple pendant de très longues années. Avant Apple, j'étais chez Microsoft, j'étais chez PayPal, j'étais chez Amazon, j'étais chez eBay, j'étais chez Accenture, donc toute une pile de multinationales américaines depuis Dublin, depuis Londres. En 2019, j'étais responsable d'un département au sein de Apple, où j'avais une équipe qui s'occupait de l'inscription de tous ceux et celles qui voudraient développer des applications. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit, j'ai assez absorbé de ce qui est là à absorber, de cet environnement. Je suis venu étudier, j'ai grandi. Je me suis marié, j'ai mes enfants. Et là, à ce stade, je retourne quelque chose à la communauté qui m'a vu naître, qui m'a donné la vie et qui m'a permis de me retrouver par là. C'était en 2019. Je n'avais pas une promesse d'emploi en Guinée, je suis rentré. Avec un peu d'économie, je me suis acheté des parts dans un groupement de BTP de logistique. Quelques mois après, je suis devenu le directeur général. Il y a la Banque africaine de développement qui... m'a sollicité pour occuper un poste de 2e rang dans un programme sous-régional en Guinée, le PIDAC, le Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Un programme qui est dans tous les 9 pays de l'Afrique concernés par le fleuve du Niger. Donc, c'est dans ça que je suis resté dans ces 2 emplois jusqu'à l'arrivée de cette refondation
j'ai été sollicité par le régime en place d'occuper ce poste dont je suis très fier d'occuper, et avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a quand même 13 millions de Guinéens. Hein. Ce n'est pas parce qu'on occupe ces postes que tu es supérieur à quelqu'un d'autre ou que tu es mieux qu'un autre Guinéen. C'était en guillemets pour dire que pour revenir en Guinée, il faut se décider, parce que quand tu prends la décision, c'est d'en faire à ce que ça ne soit pas réversible, hein, que ça soit continu. Donc j'ai ma petite famille qui est à Londres. Je vis entre deux, mais je vis pleinement en Guinée. En tout cas, pour parler un peu de la question du jour, je voudrais dire que c'est une opportunité, car ce sont des instructions de haut niveau de parler de Simandou. Simandou 2040. C'est le véhicule aujourd'hui qui conduit la grande ambition de notre pays en direction justement de son développement durable, pérenne. Alors, Simandou, c'est le plus grand projet minéralier de ce monde aujourd'hui, le plus intégré, de par le fait que ça fera toutes les 4 régions naturelles de la Guinée. Ça commence à Beila, et ça, c'est à 700 km de la capitale. Le chemin de fer, les rails, prennent de sa forme, au fait, d'un projet. Le projet en soi, c'est l'exploitation du bloc 1, 2, 3, 4 de Simandou, le site même, le minerai. Alors, nous sommes dans un schéma aujourd'hui, nous sommes partis d'un projet pour faire un programme. Alors, dont Simandou même est un projet dans le programme. Le chemin de fer est un autre projet. Nous avons le port de Moribaya, qui est un autre projet. Nous avons, comme on appelle, la raffinerie, qui est un autre projet. Nous avons l'industrialisation du corridor Simandou, donc 700 km, qui traverse 11 villes, grandes villes. Dans chacune de ces villes, nous avons, nous, le département en charge des questions des investissements, du commerce, de l'industrie, des PME, la lourde responsabilité d'y implanter des parcs industriels. Okay. Alors, le ministère de l'Agriculture a charge d'aménager des zones agricoles. Et plus loin, donc, quand on produit la matière première qui vient principalement de nos sous-sols, agricoles ou miniers, donc il faut transformer sur place. Nous sommes dans une dynamique de valorisation de la chaîne de production de nos produits locaux. Donc, c'est ce qui se fait. Avant d'arriver ici, nous étions à Dakar avec Madame la ministre, qui est, pendant que je vous parle, à UKEF à Londres. Moi, je suis là. Nous revenons sur Dakar le week-end, parce que la Guinée et le Rwanda sont à l'honneur. Alors, en arrivant de la Guinée, on est venu avec 25 petites et moyennes entreprises de la Guinée, pleinement financées par l'État, histoire de les exposer à cet environnement extérieur à la Guinée pour faire plus de marchés, pour vraiment faire du networking et avoir des relations. Donc, en termes de politique véritable aujourd'hui en Guinée, il y a beaucoup à faire. Elle a parlé de la loi contenu local. C'est une première en Guinée. C'est cette équipe qui a pu donner naissance à une loi contenu local. Les textes d'application sont rédigés. En lieu et place d'un décret, l'autorité administrative indépendante qui a charge de réguler, de contrôler cette loi a été instituée par voie de loi, donc votée au CNT en cours de promulgation. Il est attendu du contenu local de donner à la Guinée ce que la mine n'a pas donné, parce que les mines vont finir. Mais en cette loi à contenu local, il y a de la dignité nationale, il y a de la compétence nationale, et c'est vraiment régi par un schéma de co-traitance, de sous-traitance, à des pourcentages très définis au début, au milieu, et à la fin pleinement, même passé aux Guinéens. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré céder la place à la technicienne de la question du contenu local et des PME. Donc, encore une fois, merci. C'était merci beaucoup. Que je voudrais faire. Moi, ça m'a donné envie d'aller chercher une carte d'identité guinéenne. Merci. Je pense que... Oui. D'accord. Après, on devra finir la session parce qu'il y a une dernière session juste derrière. Ok, d'accord. Mais pour les pitchs, parce qu'on avait une séquence pitch... Là, malheureusement, on n'a plus le temps. Je vous avais dit tout à l'heure, c'était 40 minutes et je vous faisais plein de signes depuis tout à l'heure. Bon, je crois qu'on va gérer ça avec Emerging Valley, parce qu'on a normalement 50 minutes. Mais donnez le micro à monsieur d'abord. J'ai le micro. Bonsoir tout le monde.
voilà, vu le retard qu'on a, je ne vais pas être très long. Pour commencer, félicitations à vous pour la présentation, pour l'intervention. C'était vraiment, moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Pour commencer, j'avais quelques questions, mais bon, je vais poser une seule parce que vu le temps. C'est à M. Diallo Kernon. Voilà, donc juste pour dire, en fait, je suis Abdourahman Li et je suis aussi dans le monde de l'IT. Donc, je suis ingénieur en informatique avec quasiment 10 ans d'expérience dans le monde professionnel ici en France. Et je suis un Guinéen de Marseille, j'habite ici. La question que je vous pose, vous avez dit tout à l'heure, vous étiez dans la diaspora, vous êtes un entrepreneur guinéen issu de la diaspora. Qu'est-ce qui a été ou quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés quand vous avez commencé? Parce que tout à l'heure, là, vous avez dit au début, avec votre première entreprise, ça n'a pas trop marché, mais vous avez réussi à vous adapter au marché. Donc, du coup, quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés? Très rapidement, les principaux obstacles. Ce qu'il faut savoir au départ, c'était une question de confiance. Diogo est là au départ, les structures qui étaient là, est-ce qu'il y a des entrepreneurs guinéens qui savent faire ça? C'était globalement le plus gros sujet parce que la tech, ça commençait à se développer en Guinée. On ne peut pas faire confiance à ces entreprises-là. Tout s'achetait à l'étranger. Donc, pour moi, le plus gros défi, c'était réellement ça, parce que la plupart de ces structures qui étaient installées en Guinée préféraient acheter des outils qui existent à l'étranger. Donc, dire qu'il y a une structure locale qui sait le faire, ça devait prendre du temps. Donc, pour nous, les précurseurs, ça a permis à plein de gens aujourd'hui de faciliter. Quand tu viens, tu poses, on sait que vous savez le faire, parce qu'il y a eu des gens qui ont galéré, qui ont dû se battre depuis longtemps pour dire ok, on sait le faire. Donc pour moi, ça a été le plus gros challenge pour moi en fait. Donc ça, on a dû faire peut-être 1 an, 2 ans avant de signer un marché. Donc pour moi, c'était ça. Donc c'est convaincre qui exactement. A été le plus dur. Écoutez, merci beaucoup. Ce que je vous propose, la plupart des intervenants seront encore là. Donc vous allez pouvoir continuer à échanger avec eux, puisque apparemment il y a une autre séquence qui va démarrer derrière. Et puis pour les pitchs, on va trouver une solution, on va en discuter tout à l'heure. Merci à tous. Je voudrais qu'on remercie les différents intervenants.